Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. De nouveau heure à Conakry. Une manifestation a dégénéré entre manifestants et forces de l'ordre. Le rassemblement a été organisé par l'opposition en hommage aux manifestants tués à la mi-octobre. On fera le point avec notre correspondant en Guinée dans ce journal. Nous irons également à Bangui en Centrafrique où nos envoyés spéciaux ont pu rencontrer des sinistrés dans un camp. 30 000 sont sans abri après les inondations provoquées par les intempéries et la crue du fleuve Ubangui. Il y a 2 semaines, des pluies sont de nouveau attendues cette semaine. La victoire des Springboks à la Coupe du Monde de rugby. Cette victoire a entraîné d'autres sacres. Équipe de l'année, entraîneur de l'année, joueur de l'année. Les détails dans un instant avec Nicolas Jamin. La tension ne retombe pas en Guinée. Un rassemblement organisé par l'opposition en marge des funérailles de manifestants tués à la mi-octobre a dégénéré en heurts avec les forces de l'ordre. Au moins un manifestant a été tué selon ses proches. 6 personnes ont également été blessées par balle selon l'opposition. Les précisions de notre correspondant Malik Diakité. C'est aux environs de 12 heures que le cortège funèbre a quitté l'hôpital sino-guinéen situé au quartier Kipé dans la banlieue de Conakry à destination de la mosquée de Bambeto pour des prières. Ensuite pour le cimetière situé à quelques mètres de là. Les 11 corps étaient dans des pick-up recouverts des effigies du FNDC. Dans la foulée, les leaders de partis politiques, sociétés civiles et des militants très en colère qui scandèrent des slogans hostiles au parti au pouvoir. Les parents des victimes étaient aussi présents et ils ont tenu à exprimer leur colère. Chaque jour ça tue, on ne juge pas. Comment on demande la justice? Comment on demande la justice depuis le premier jusqu'à présent, personne n'a été jugé. Comment nous aussi on demande la justice? On ne peut pas demander, on demande la justice de Dieu. On est croyant, on est musulman. Tout allait bien jusqu'au niveau de Kaporaï où des jeunes attirés par des policiers postés au niveau d'une station de service ont commencé à jeter des pierres contre les forces de l'ordre à leur tour qui ont riposté à coups de gaz lacrymogène. Même scénario du côté du rond-point de Bambeto. J'ai des pierres contre gaz lacrymogène et l'eau chaude. Le cortège funèbre a été coupé en 2 et c'est dans cette atmosphère très tendue que les 11 corps ont regagné leur dernière demeure au cimetière de Bambeto que l'opposition qualifie de cimetière de martyrs. Cette attaque au Burkina Faso, le député maire de Djibo, grande ville du nord du pays et chef-lieu de la province du Soum, a été tué dans une embuscade. Au moins 3 autres personnes ont trouvé la mort dans cet attentat. La correspondance à Ouagadougou de Bangali Touré. Il y a de cela quelques jours, le député maire de Djibo faisait part de ses craintes d'insécurité dans sa zone à un journaliste burkinabé. Le maire se sentait menacé, effectivement, parce que quand on voit qu'il y a beaucoup de temps maintenant qu'il vivait à Ouagadougou, et c'est lors donc de ses multiples déplacements, ses allers-retours entre Djibo et Ouagadougou qu'on a donc pu suivre. Et quand on regarde aussi même la façon dont l'attaque a été perpétrée, on parle d'attaque combinée, c'est-à-dire que c'était lui qu'on cherchait pratiquement parce qu'il y a eu un véhicule de transport, on n'a pas touché les passagers, et c'était ce véhicule donc du maire et de ses 3 autres compagnons qu'on cherchait. Selon plusieurs observateurs, cet assassinat est un tournant décisif dans l'activité des djihadistes dans la zone, dans la mesure où ils se sont attaqués à l'une des personnalités les plus respectables de la région. Il se trouve que le maire de Djibo est le demi-frère direct de l'émir de Djibo, ce qui explique aujourd'hui la condamnation au plus haut sommet de l'État, y compris le président de la République, Roch Christian Kaboré. Ces intempéries en Afrique de l'Est, en Somalie, les inondations ont tué au moins 10 personnes. Elles ont eu pour conséquence plus de 270 000 déplacés. Une tempête tropicale attendue la semaine prochaine pourrait aggraver la situation. En Centrafrique, plus de 2 semaines après les intempéries, la situation est toujours critique. Au moins 30 000 personnes ont perdu leur maison. Ils s'entassent dans des camps de fortune. Le gouvernement a lancé un appel à l'aide internationale. Reportage de nos envoyés spéciaux Marcel Amoko et Michel Mvondo. Au bord du fleuve Ubangui, toujours en crue mais revenu dans son lit, un camp de fortune au cœur de Bangui. Un refuge pour quelques 300 sinistrés, en majorité des femmes et des enfants qui assistent à une rare distribution d'aide. Pour chaque famille, un petit kit de survie, du savon, des couches pour bébé, un peu de lait, de quoi soulager quelque peu ces victimes d'inondations dans l'attente désespérée d'un nouveau toit. Non, c'est bon, ce que vous avez laissé là-bas, on va laisser là-bas pour les gens de Maya.
Reloger ces sinistrés, un casse-tête pour la ministre centrafricaine des Affaires humanitaires, venue visiter ce site avec des couvertures et des sacs de riz, mais sans solution immédiate pour trouver un logement à ces milliers de déplacés. Nous avons des compatriotes qui sont dans la rue et nous avons aussi l'après-catastrophe, des maisons qui sont inondées, des maisons qui sont écroulées, des familles de 5-6 enfants qui ont vu leur maison écroulée. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces personnes-là? Donc tout ça nécessite les moyens. En attendant, il faut parer au plus pressé. Sous cette tente géante dorment des dizaines de familles qui vont bientôt rejoindre cet ancien entrepôt de coton. Un site réaménagé à la hâte en centre d'hébergement d'urgence. Au grand soulagement de Nicaise, qui s'est retrouvé à la rue avec 3 femmes et 18 enfants. En 1999, nous avons vécu la même chose et nous avons été abandonnés par le gouvernement. Nous sommes contents que Madame la ministre ait pris la peine de venir nous voir et de nous apporter ce kit que vous voyez là. Ça nous réconforte, nous lui disons merci. Mais la plupart des sinistrés n'ont encore reçu aucune aide, comme ces 280 habitants de ce quartier, dormant comme Pascal sous des tentes en toile qui ont déjà servi à des déplacés de guerre, des sinistrés au bord de la crise de nerfs. Nous sommes désolés. Il n'y a pas de bâches, il n'y a pas de quoi. S'il y a des bâches, ça rassemble des parapluies pour nous aider. Et puis la pluie tombe et il y a des enfants qui sont à côté de nous. Et puis on ne sait pas comment on peut faire. Pour l'instant, l'appel à l'aide du gouvernement centrafricain a été peu entendu par la communauté internationale. Pas vraiment de quoi rassurer les 30 000 sinistrés qui regardent avec angoisse la poursuite de cette catastrophique saison de pluie. En Algérie, la grève des magistrats prend une nouvelle tournure. À 5 semaines de la date prévue avant l'élection présidentielle, ils se sont mis en grève pour protester contre la mutation des juges décidée par le ministre de la Justice. Hier, la gendarmerie est intervenue dans l'enceinte du tribunal d'Oran pour évacuer les grévistes. Nous retrouvons tout de suite à Alger notre correspondant Mounsef Haït Kassi. Mounsef, le mouvement s'est poursuivi ce lundi. Absolument, un rassemblement a été organisé aujourd'hui à la Cour suprême, rassemblement auquel ont participé des conseillers à la Cour suprême et du Conseil d'État et des membres du bureau exécutif du syndicat national des magistrats. L'objectif était, je cite les propos des concernés, de condamner ce qui s'est passé hier dimanche à la Cour de justice d'Oran, où vous le mentionniez à l'instant, des magistrats ont été réprimés par les forces anti-émeutes de la gendarmerie. D'ailleurs, le ministère de la Justice a annoncé l'ouverture d'une enquête. Et c'était aussi, selon leur syndicat, pour soutenir les magistrats dans leurs revendications relatives à l'indépendance de la justice et affirmer que l'annulation des mutations n'est pas la revendication première et qu'il y en a plusieurs autres. La grève est à son 9e jour. Le taux de participation a atteint 98% selon un communiqué du syndicat national des magistrats. Alors, autre information aujourd'hui, Mounsef, le placement en détention provisoire de Khalida Toumi, ancienne ministre de la Culture du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Ancienne ministre de la Culture de 2002 à 2014, Khalida Toumi a comparu ce lundi devant le conseiller enquêteur près de la Cour suprême. Selon la télévision nationale, Khalida Toumi est accusée de dilapidation de l'argent public, abus de fonction et octroi d'avantages indus à autrui. Alors cela aurait un lien avec la manifestation de Tlemcen, capitale de la culture islamique, organisée en 2011. 2 autres anciens responsables au ministère de la Culture sont également poursuivis dans cette affaire. Merci beaucoup à Mounsef Haït Kassi, notre correspondant à Alger. En Afrique du Sud, la presse qualifie la victoire des Springboks en Coupe du Monde de rugby de source d'inspiration pour le pays. Une victoire qui a entraîné une cascade de récompenses. Entraîneur de l'année pour Rassi Erasmus, joueur de l'année pour Pieter-Steph du Toit et bien sûr l'équipe de l'année. Les détails avec Nicolas Germain. Après sa victoire en Coupe du Monde de rugby, l'Afrique du Sud poursuit sur sa lancée triomphale. Elle a été désignée équipe de l'année, son sélectionneur Rassi Erasmus nommé entraîneur de 2019 et celui qui a été élu meilleur joueur du monde est le Sud-Africain Pieter-Steph du Toit. Tout le monde l'a dit ici, le rugby c'est un sport d'équipe. Je veux le souligner, je me suis fait beaucoup d'amis ces derniers mois. C'est incroyable et c'est un grand honneur de recevoir ce prix. Sia Kolisi, qui a brandi la coupe, est le premier capitaine noir dans l'histoire des Springboks. L'Afrique du Sud a désormais remporté le trophée 3 fois et égale ainsi le record de la Nouvelle-Zélande. On a tellement de problèmes dans notre pays, mais regardez notre équipe. On vient de milieux différents, on n'est pas tous de la même couleur, mais nous avions tous un but à atteindre. J'espère qu'on a montré aux Sud-Africains que pour atteindre un objectif, il faut qu'on se mette tous ensemble.
Sia Colisi a évoqué les nombreux problèmes de son pays. Car si l'apartheid a officiellement été aboli il y a 29 ans, l'Afrique du Sud connaît un fort taux de chômage et de nombreux citoyens noirs vivent encore dans une grande pauvreté. En 1995, Nelson Mandela avait présenté leur première Coupe du Monde au capitaine François Pinard. Selon François Pinard, la victoire de 2019 est encore plus importante car à l'époque, le rugby en Afrique du Sud était surtout regardé et joué par des Blancs, alors que cette année, c'est une nation tout entière qui soutenait les Springboks. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Nabia Marloufi.